Et la famille catholique, papa la famille biologique, et son éminence Laurent Mosengo Passine. En tout cas, vraiment, par rapport à l'Ito Saraki pour l'Amboka, par rapport à l'Ito Saraki pour l'Amboka, en tout cas, qui reste à travers dans nos cœurs. Merci beaucoup. Je ne peux pas seul ici au plateau, comme vous le remarquez. Je suis avec M. Fidèle, Alimoko, communicateur, Nakatia, FBC, vous allez partir, il y a les ministres honoraires du travail, Madame Nélène Kogou. Avec lui ensemble, nous allons essayer de parler de tout ce qui se passe dans notre pays, parler de l'actualité politique de notre pays. Je m'aimerais à se présenter en tant que Mandekova Landaipeteur, là il y a un autre Nakatia Moshindote, il y a FBC, Nandenga Mola, il y a un autre. Et vous fidèles à Pécho. Ok, merci. Ok. En fait, je vous ai présenté, mais mieux, et on peut se présenter les sources afin que vous puissiez comprendre mieux qui est M. Fidèle. Merci beaucoup. Tu l'as assez bien dit. Je me nomme Fidèle Senga. Je suis politologue de formation. Au sein de l'AFBC, parti cher au docteur Benoît Mouneni, et dont le président national est l'apôtre Christian. J'occupe la fonction de secrétaire national en charge de la communication. En même temps, je suis assistant du président national, au même titre que mon collègue Alberto. Nous sommes à deux, les assistants du président national. Voilà, donc je vais moins parler de l'AFBC, mais je vais donner des analyses en tant que politologue. Donc, je vais donner des analyses qui n'engagent pas le parti, qui engagent plus ma personne, parce que si j'analyse comme un scientifique. Merci. Merci beaucoup. Pardon, comme vous êtes analyste politique, vous faites des analyses ici dans le plateau. Quelle analyse faites-vous par rapport à la prestation de Jacques Ndala? Jacques Ndala a assemblé plus de 2 jours. Ensemble pour le changement de cadre, par cet message, dans cette communauté, Jacques Ndala a mené la déception économique et en fait, on nous apprend que Jacques Ndala se trouve au cachot de la quelle analyse faites-vous? Merci beaucoup. Avant de parler de l'arrestation de Jacques Ndala, il faut parler de la loi Tchani, parce que tout est parti de là. Non, on ira. Alors voilà pourquoi je m'irais peut-être que dans la logique, pour bien expliquer l'arrestation de Jacques Ndala, il faut comprendre les contours de la loi Tchani. Parlons de la loi Tchani. Merci beaucoup. Merci. En fait, cette loi, particulièrement, je ne la soutiens pas. Je suis des pères, certes, et de mères congolais. Mais lorsque vous ouvrez la Constitution, précisément son article 13, on interdit à tout individu de priver à un autre Congolais, soit à un autre citoyen, le droit politique, essentiellement axé sur sa race, sur sa religion, ou soit sur sa couleur politique. Mais lorsque vous lisez la loi Tchani, premièrement, elle vise de personnes qui sont nées d'un parent de l'étranger. Pourtant, ces personnes, ce sont des innocentes. Il y en a qui sont congolais à 50%, pas par leur propre volonté. Je peux être ici, moi, fidèle. Aujourd'hui, si à Kinshasa, il y a la guerre, je me trouve contraint de vivre, par exemple, au Congo-Brazzaville. J'ai atteint 50 ans, je dois me marier, je suppose. Hein, je ne peux pas mourir sans me marier, j'ai l'ambition de me marier. Il arrive que j'épouse une femme brazzavilloise là-bas. Moi, je suis congolais de père et de mère. Et je mets au monde avec une brazzavilloise. Les enfants sont congolais, parce que moi, leur papa, je suis congolais de père et de mère. Mais, lorsque nous revenons à la loi Tchani, aujourd'hui, il veut nous faire croire que si moi, fidèle, je suis des pères et des mères, je suis allé mettre avec une femme étrangère, mes enfants n'ont pas droit, ou soit ils sont astreints, soit limités à certaines libertés, surtout politiques. Et moi, je pense que c'est une idée rétrograde. En plein 21e siècle, venir avec de telles réflexions, on dirait que
Ce sont des idées moyenâgeuses, vraiment. On ne peut pas aujourd'hui, en plein 21e siècle, venir sur la table avec une telle réflexion. D'autant plus qu'il y a déjà des faits, il y a déjà des corollaires en termes de conséquences qui existent en Afrique. On a parlé de l'ivoirité. Vous connaissez déjà les conséquences, vous êtes bien informé en tant que journaliste, c'est que ça produit. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, M. Tchani a tenté sa vie aux États-Unis, il a échoué, il a des ambitions politiques, il a toujours été candidat. Il a osé postuler, on ne connaît pas combien il a obtenu. Mais là, on commence à viser les prétendus candidats potentiels qu'il viserait, qui ne seraient pas peut-être des pères et des mères. C'est dans cette logique que cette loi a créé des remous. Ça continue à créer des tollés au niveau national, particulièrement. Ouais. Comment ça peut vous choquer quand vous êtes évolué? Ouais. Mais je ne trouve pas que si nous subissons, peut-être que nous subissons de manière dans notre pays, c'est parce que c'est non les gens qui disent que le pays a été géré par un étranger. C'est pourquoi nous subissons tout ça. Alors il faut vérifier les causes de clés. Je trouve que qui est cet étranger d'après vous? Mais moi je partage la même tribu avec Kabila. Mouzé c'est un Mouroubakat. Moi je suis Mouroubakat. Joseph Kabila c'est mon frère. Il est membre de ma communauté. Il y a Mouroubakat. Alors dire que Kabila n'est pas congolais c'est absurde. Et ça relève de la haine. Ça relève de la haine. La loyauté à la République laquelle on fait allusion, M. Noël Tchani. Moi, je pense que si on prenait quelqu'un comme Mamadou Ndala, qui est mort sur le champ, et on prend M. Tchani, on les place à deux, qui avait plus la loyauté par rapport à la République. Jacques Ndala n'est pas congolais des pères et des plutôt, Mamadou Ndala n'est pas des pères et des mères, mais il est mort sur le champ de bataille. Vous comprenez? Il faut éviter de frustrer, on doit éviter de frustrer certaines sensibilités. Voilà. Ok, maintenant, Jacques Ndala, qu'est-ce que la loi de Tchani peut produire? Parce qu'on accuse Jacques Ndala de tout genre, Jacques Ndala a exagéré, Jacques Ndala serait à l'auteur de la mort de Kadiogo, parce que Kadiogo avait au moins démontré que Moïse Katumbi n'était pas bon. Mais Kadjombo n'avait pas démontré que Moïse n'était pas congolais. Il avait parlé. Parler et démontrer, c'est différent. Peut-être qu'il parlait au nom de quelques officines politiques. Comme il était déjà sur le champ politique, il avait touché au leader de quelqu'un. Mais c'est Jacques Ndala aussi, en tant que coordonnateur national de l'ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, il s'est senti lésé. Il a aussi répliqué. Mais moi j'ai suivi la dernière vidéo de Jacques Ndala où il appelait la jeunesse de l'ensemble de rester vigilant. Il avait dit que la jeunesse d'ensemble sera prête vraiment pour faire face à tout individu qui cherchera à nous faire revenir au vieux moment du passé. Alors, prétendre arrêter Jacques Ndala sans preuve probante, moi je pense que c'est condamnable. Je ne donne pas, je ne suis pas des ensemble. Je ne connais pas M. Jacques Ndala. Mais si je réfléchis comme un intellectuel, c'est condamnable. Et aujourd'hui, je viens de lire sur les médias sociaux, on dit qu'il est maintenant déféré au parquet de Matete, quelque chose comme ça. Et il y a une plainte maintenant qui a été déposée contre lui. Donc, vous voyez, ça c'est paradoxal, madame. Vous commencez par arrêter quelqu'un, vous le torturez, et après, vous le déférez devant le parquet, et la plainte vient après. Est-ce que ça se justifie? Donc, ça confirme une fois de plus que nous sommes revenus sur les systèmes totalitaires tant décriés. C'est ici où il faut quand même remercier Joseph Kabila. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en tout cas, on osait décrier ça hier. Pourtant, chez Kabila, ça ne se passait pas comme ça s'est passé. Aujourd'hui, on torture. Toi, tu es journaliste. Aujourd'hui, tu m'as entendu le bureau.
Est-ce que durant la période de Kabila, tu as déjà été torturé pour son métier? Mais actuellement, durant l'époque de Kabila, nous n'avons jamais eu la liberté de s'exprimer. Moi, j'étais confus. Vous n'avez jamais eu la liberté de vous exprimer. Votre média a commencé à exister près de 15 ans déjà. Près de 15 ans. Si vous n'avez pas la liberté de vous exprimer, la première liberté d'expression s'exprime à travers le média. Votre média est incorporé dans les années de votre média sont incorporées dans les années que Kabila a pu faire. Pour vous dire que Kabila n'est pas saint, il n'a pas été parfait, il avait ses imperfections, mais il n'est pas le problème du Congo. Aujourd'hui, vous dites que Kabila c'était hier quand on tuait à l'Est, par exemple. Quand on tuait à l'Est du pays, en tout cas les commanditaires c'était Kabila. Une fois, toute petite photo qu'on pouvait voir entre Kabila et Kagame, on nouait une complicité entre Kabila et Kagame. Mais aujourd'hui, il y a des faits palpables qui démontrent que nous sommes devant un régime dictatorial, un régime totalitaire qui commence à s'installer une fois de plus. Donc on peut conclure dans cette logique que toutes les tueries à l'Est, aujourd'hui, reposent sur le président comme on reposait par le passé sur Kabila. Nous avons vu, on a signé des contrats dont certains députés ignorent encore, ne connaissent pas encore le contenu dans les contrats que le président a signé avec Kagame. Aujourd'hui, la complicité qui existe entre notre pays, aujourd'hui, la complicité qui existe entre notre pays et le Rwanda, on peut dire qu'il a trahi le pays. C'est pour revenir, qui a la loyauté, qui avait la loyauté avec le pays? Kabila ne pouvait jamais s'approcher avec le Rwanda au nom de sa loyauté vis-à-vis de la nation congolaise. Parce que les Rwandais, ce sont nos adversaires. C'est le Rwanda qui traumatise l'Est du pays. Alors, se rapprocher avec les Rwandais, tel que nous sommes en train de le voir avec le régime actuel, cela accuse en quelque sorte une sorte de déloyauté vis-à-vis de la République. Est-ce que vous ne voyez pas que l'homme Messie Tshisekedi est en train de jouer la sagesse mondiale? Parce qu'avec Kabila, il y a si aujourd'hui Tshisekedi peut aller à céder la demande de la population, tout dans la capacité de la population, il faut tout cas la relation à Rwanda. Vous ne voyez pas que nos frères de Goma après l'élection volcanique pouvaient souffrir. Mais il ne faut pas me dire que le président ne cède pas au caprice de la population. Et en politique, il n'y a pas. Et tant qu'un père de la famille, il doit chercher des stratégies, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a de vrais problèmes qui préoccupent les pays et qui nécessitent l'intervention du président Tshisekedi. Nous sommes dans ces pays. On avait proposé quelque chose, on avait nommé Ronsard Malonda. Le président Tshisekedi s'était exprimé en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, il y a une loi qui divise et peut-être commence déjà à faire arrêter les autres de Bajatindala. C'est la loi là, Djani. C'est elle qui est à la base. C'est elle qui dans l'arrestation des jeunes. Non, moi en tant qu'analyste, je suis en train de faire une similitude entre la loi Djani, les déclarations de Jacques Dala et son arrestation. Donc la cause, c'est d'abord la loi Djani. Aujourd'hui, nous voulons voir le président s'exprimer sur ce grand débat des sociétés. Pas aller signer par exemple l'histoire avec les Rwandais là-bas. Là, ce sont des gens qui ne veulent jamais dire. Mais malheureusement, nous attendons la parole sur les problèmes de Ronsard Malonda. Il avait effleuré. Aujourd'hui, j'ai suivi d'ailleurs le député de l'ICSAM qui venait de mettre sur pied les FCCG, Fonds contre les glissements d'histoire comme ça. Apparemment, il s'est rallié avec Fayou. Voilà les vrais débats. Et par exemple, c'est aussi un député de l'Union sacrée qui s'est aussi opposé. Donc tu vois déjà que c'est une loi qui crée un débat dans la société et qui nécessite, et il a conclu son propos en disant que ici, la parole du président est attendue. Le président doit s'exprimer. Voilà des vrais débats, des vrais problèmes. Mais proposition Tchani, les présidents avaient déjà dit bien avant que ça ne concerne pas. Ça n'engage pas le président de la République. Là, il n'avait pas parlé dans un cadre institutionnel. Il ne l'avait pas dit dans un cadre purement républicain. Il l'avait dit en tant que président de l'Union sacrée. Parce que je me rappelle, c'était à l'esprit de l'Union africaine devant, je ne sais pas moi, si c'est les sénateurs ou soit les députés. C'est là où il avait effleuré. Il doit parler comme nous le voyons s'exprimer. Lorsqu'il avait parlé de l'histoire de Malonda, c'était dans un discours officiel. Lorsqu'il a parlé, lorsqu'il donne le décret de l'état d'urgence, soit l'état de siège, c'est dans un discours. Aujourd'hui, les débats nécessitent
une prononciation, une déclaration officielle du président de la République pour qu'on sache si lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il soutient cette institution ou non. Mais il y a déjà des écueils qui démontrent que cette loi constitue un danger pour l'unité de notre pays. Tout Congolais qui prétend soutenir cette loi n'aime pas le pays parce que cette loi commence à lutter. Nous avons suivi Mme Poutoupéida, la représentante du secrétaire général au Conseil de sécurité. Elle a décrié en quelque sorte cette loi. Nous avons suivi la position des États-Unis via son ambassadeur Mark Hammer. Les États-Unis n'encouragent pas la RDC sur cette voie-là. Nous avons suivi la position de la Senko à travers les cultes organisés à Lubumbashi pour le sacre de l'archevêque métropolitain. C'était le cardinal Ambo. En tout cas, la Senko s'oppose. Toutes les corporations, ça c'est au niveau politique. Lorsque vous entrez dans des régions, particulièrement la région du Grand Katanga, vous êtes en train de lire chaque jour dans le média des déclarations de partout pour s'opposer. Parce que ça commence à diviser aussi. Pour les Katangais, ils pensent que, comme Moïse Katumbi, il est de cet espace géopolitique. En tout cas, cette loi vise Moïse. Pourquoi tout ce temps ici, on avait laissé Moïse fonctionner comme Congolais, jusqu'à être gouverneur, il n'a jamais été inquiété. C'est Moïse l'initiateur de la non à la au troisième mandat avec sa pénalité. Mais n'oubliez pas que non, à l'époque de Kabila aussi, vous avez accusé Katumbi d'être italien, il n'est pas congolais, tout comme ça. Nous sommes dans les débats. Nous sommes dans les débats. Lui-même, Moïse, tu l'as suivi, comme Fayou, tu l'as suivi. Le passé appartient au passé. Nous devons voir, en politique, nous devons plus se contenter pas de ce qui devait être. Mais en politique, on se contente l'histoire des nationalités ne date pas d'aujourd'hui. Moi aussi, je ne peux pas parler au nom de Moïse Katumbi. Tout ce que je sais, j'ai évolué dans les Katanga. Et je sais que Moïse Katumbi, sa mère, elle est katangaise, et son père, je ne sais pas moi, il doit être d'une autre nationalité. Alors, pourquoi cette loi tend à diviser la société? C'est-à-dire aujourd'hui, du point de vue géopolitique, le gens de l'Est, le bloc Est, c'est-à-dire tous les soyalophones, toutes les personnes qui parlent soyalophone, toutes les provinces soyalophones, voient une certaine marginalisation. Pourquoi cette loi, l'opinion, la grande opinion pense qu'elle est politique? Proposée par quelqu'un de l'Union sacrée, plutôt non, ce n'est pas de l'Union sacrée, c'est une personnalité indépendante. Mais il prend cette loi, il donne ça à un député de l'Union sacrée. À l'Union sacrée, qui sont des sociétés, c'est Ensemble pour la République, et les IDP, c'est les MLC et INC. Les autres partis, non, ils sont calmes, c'est-à-dire l'INC n'a pas encore donné sa position officielle. L'MLC n'a pas encore donné sa position officielle. L'IDPS, les partenaires privilégiés de l'Union sacrée, ils soutiennent. Quand vous lisez leurs parlementaires de vous sur les réseaux, ils sont en train de soutenir. Et les gens d'ensemble, je pense que quand l'IDPS soutient, Moïse a des intentions, des ambitions politiques. Apparemment, cette loi viserait notre idée. Ça crée déjà une division. Vous allez vous rendre compte, j'analyse ici en tant qu'analyste, ici dans la liste prospective. D'ici septembre, au retour de la session de septembre, l'Union sacrée, il n'aura plus la majorité parlementaire. Il y aura déjà un problème. Si jamais le président Bosso jouait à la manigance de programmer cette loi-là parmi les matières à traiter, ils vont se diviser au niveau parlementaire. Première conséquence. Deuxième conséquence sur la vie sociale de la population. Du fait que Kamere a été arrêté, emprisonné par des causes que vous-même, pour des raisons que vous-même connaissez, même que nous avons suivies, jusqu'aujourd'hui, quand même, la culpabilité n'a jamais été prouvée. Il est arrêté. Il est de quelle région? Il est de quel espace? Il est de l'espace sur Soyalophone. Et après cela, nous avons vu le procureur faire la cour constitutionnelle, l'ancien mandat d'arrêt contre Matata Pognon. Les sénateurs ont refusé. Du fait que les sénateurs ont refusé, ils sont acharnés, les gens de l'IDPS, sur Bati Web, qui est de l'espace Soyalophone. On a attaqué Bati, on l'a ingénié.
des menaces. Et une nouvelle stratégie a été montée. Cette fois-là, la Cour, les procureurs et la Cour constitutionnelle, on a élaboré les réquisitoires pour déposer cette fois-là au bureau du Sénat. Et on a changé les dossiers. Cette fois-là, on est revenu sur la réalisation. Et les bureaux, par peur, bâtis par peur des talibans, des talibanais comme on les appelle, et des gens de l'île de presse, les bureaux à livré Matata. Eh bien, oui. Non, j'ai terminé mon analyse. On dit, Matata, on les livre encore. Les intellectuels de l'espace swahili peuvent comprendre que ce sont des raisons idéologiques. Mais ceux qui n'ont pas du moins étudié pensent qu'on s'acharne beaucoup sur leur idée. Ça ne s'arrête pas là-bas. Et du coup, Matata allait répondre avant d'aller répondre 2 jours après pour Loulou pouvoir déposer sa loi qui en ici au Parlement. Pour viser particulièrement qui se retrouve concrètement dans cette par rapport aux ambitions présidentielles, l'accès à la présidence. Et qui se retrouve dans cette ambition? L'accès présidence, Sénat, Assemblée nationale. Ok. Bon, ensemble, comme ils ont l'ambition, apparemment, leur leader de la présidence, estiment que cette loi viserait Moïse Katumbi comme étant grand, peut-être prétendant challenger du président Tshisekedi, comme Kamere est déjà éliminé de l'espace est. Matata, qui est aussi un grand leader, s'il postule, il peut faire un face. Moïse doit être aussi éliminé et ça crée aujourd'hui des réunions. Ça divise politiquement comme socialement. Alors moi je pense que la loi Tchadi, ce n'est pas une loi qu'il faut soutenir, c'est une loi qu'il faut quand même élaguer de l'ordre. Et plus pire encore aujourd'hui sur le dossier Matata, on l'a invité. Je viens de lui. On arrive. Ouais. Merci. On va en parler, dossier Matata Ponyo. Ouais. Matata Ponyo plusieurs fois interpellé à la justice congolaise. Et Matata Ponyo, ce n'est plus dossier pour Cameroun, ça devient sa réalisation. Et puis sa réalisation, on voit déjà ce matin dans les médias en ligne, dans les réseaux sociaux, de même à Twitter, qu'il est empoisonné, qu'on doit prier pour lui. Là encore, on dira comme c'est la loi Tchadi. Voilà que c'est ce que, si vous avez toujours l'habitude de suivre M. Laurent Onyemba. Laurent Onyemba, c'est l'un des communicateurs de l'ensemble que j'ai toujours suivi, et j'ai toujours apprécié sa neutralité dans les analyses. C'était un grand analyste, il est chef de travaux à l'université de Kinshasa. Pour lui, tout ce qu'il y a comme loi Tchani, comme Matata, c'est l'avocat d'ailleurs de Matata. Laurent Onyemba, il évoque la théorie du complot. La théorie du complot, ça veut dire quoi? Utiliser tout ce qu'il faut pour éliminer les candidats potentiels. Je viens de lire. Donc, lui, Onyemba, essaye de lier les convocations, toutes les poursuites judiciaires de Matata Ponyo avec les complots pour l'éliminer dans la course présidentielle de 2023. Mais aujourd'hui, nous avons lu Matata Ponyo qui vient de tweeter en quelque sorte, qui demande aux Congolais, aux Congolais de payer pour lui parce que selon lui, le premier examen confirme son empoisonnement. Si c'est vrai, il a été empoisonné, il y a une explication avec la théorie du complot. Il y a une explication avec tout ce qui s'est passé. Du fait que déjà des dossiers politiques, c'est des dossiers politiques, il faut se le dire. Selon ses partisans, on chercherait aussi à l'éliminer de la course présidentielle. Donc, vous allez vous rendre compte que du fait qu'il a tweeté qu'il est empoisonné, l'opinion qui va circuler, soit la version qui va circuler dans l'opinion serait qu'il a été empoisonné, là où on l'avait invité les jours-là. Si c'est vrai, moi je pense que ce sont des mauvaises pratiques. Si c'est vrai, il y a une question qui se pose aujourd'hui dans la société. Parce qu'il a lancé un débat, il a lancé une prière, il a demandé une prière à toute la communauté congolaise. Nous pouvons aussi poser, en tant qu'analyste, une question à la communauté congolaise. Il a été empoisonné par qui et pourquoi, quand. Voilà. Là où nous pouvons nous arrêter sur ce débat. Parce que moi je ne peux pas confirmer qu'il a été empoisonné là où il a été invité à la justice, soit par les régimes. Mais il a été empoisonné par qui, pourquoi, quand. Voilà. Ça entre dans ce qu'on appelle, on peut appeler la théorie du complot. Qu'a toujours évoqué Laurent Onyemba.
Merci beaucoup, messieurs fidèles. DC Moussengo, le monde de la personnalité politique, non sauvageau, sauf la présence de Joseph Kabila. Voilà. En tout cas, Joseph Kabila, comme vous connaissez, j'ai lu il y a 2-3 jours comme ça, il était en Afrique du Sud. Il est allé sur quelques réflexions, sur quelques cas scientifiques. Je ne sais pas s'il est déjà au pays, oui ou non. J'estime qu'il peut ne pas être là, mais nous savons qu'il est présent. L'autre fois, j'avais tourné une émission avec lui. J'avais considéré Kabila comme un esprit. Kabila, ce n'est pas un homme. Kabila, c'est un esprit. C'est-à-dire, même s'il n'est pas sur la place, sur le palais du peuple, mais il est là. Il est là, au travers nous. Au travers ces disciples-là. Kabila, c'est un esprit-là. Mais j'estime que peut-être qu'il n'est pas encore entré au pays parce qu'il était absent. Mais s'il est au pays, il n'est pas là, donc il est là. Bon, ouais. Merci beaucoup. Messieurs fidèles, nous sommes arrivés à la fin. Mais on ne peut pas chuter sans pourtant du côté loi, proposition Daniel Mao, qui selon lui dit que désormais la dot ici dans la capitale c'est à 500 $, dans le village c'est à 200 $. Vous êtes pour ou contre? Si pour, pourquoi? Si contre, pourquoi? Merci beaucoup. Avant de parler de la loi Mao, la proposition et le projet de la loi Mao, j'aimerais quand même mettre un avis, soit un point de vue par rapport à la disparition que le cardinal Moussengo, c'était un grand monsieur. C'est une personnalité très respectueuse de ce pays. Moi d'abord en tant que catholique, je compatis, ça me fait mal. Vous savez, il avait une mission ecclésiastique, mais qui du reste était liée intimement avec sa mission, avec l'avènement de la démocratie. C'est comme vous le savez, en 1991, il a été président de la CNS, Conférence nationale souveraine. De 1996 à 1992 à 1996, Moussengo a été président de la CNSP au gouvernement de transition. Alors, il a beaucoup donné dans l'avènement de l'alternance aussi. Il a encore donné, ça ce sont déjà en 2017, il a beaucoup donné. Il a les bons offices de la CEPO, il a été quand même une personnalité incontournable. Donc la RDC gardera vraiment des souvenirs inaltérables. Voilà. Pour revenir à la loi de l'honorable Brown, moi je pense que je me pose d'abord comme intellectuel la question sur fond de quel critère c'est basé. Pour mettre la dot dans les milieux urbains, 500 $, et dans les milieux ruraux, à 200 $. Je suis allé loin dans la réflexion. Peut-être que l'honorable est arrivé sur un raisonnement selon lequel on trouve des belles femmes, des femmes qui ont étudié seulement dans le milieu urbain, et que dans les milieux ruraux, il y a des femmes qui n'ont pas étudié, il y a des laides femmes, il y a des femmes qui ne méritent pas. Moi, je pense déjà qu'au départ, sur le fond de cette petite réflexion, vous allez vous rendre compte que sa loi est discriminatoire. C'est une loi politique, on a créé cette loi pour détourner l'opinion du vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est les élections, c'est l'organisation des élections de 2023. Le vrai débat aujourd'hui, c'est l'annulation, par exemple, de la prétendue loi Tchadou. Comme on a vu, ce sont les deux questions, par exemple, le recensement, ce sont de vrais débats des sociétés. Ce sont des débats, le vrai débat aujourd'hui, c'est des questions qui doivent répondre à la question de savoir est-ce que si on organise aujourd'hui les recensements, des délais constitutionnels pour organiser les élections sera respecté. Voilà ce qui doit préoccuper les gens. Un bas ou en politique, il y a des unions sacrées, voyant que la population attire beaucoup plus l'attention à toutes ces questions de société. On est venu proposer cette loi comique. Moi, je pense que c'est la comédie politique. Si aujourd'hui vous parlez des élections, quand même, c'est champion pour respecter une date pour organiser des élections comme la Constitution oblige.
Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler des élections. On doit d'abord parler du recensement parce que le recensement est très important. Madame, d'accord, personne ne s'oppose pas contre le recensement. Mais nous nous opposerons à toute tentative de vouloir organiser les élections au-delà de 2023. Vous pouvez organiser les recensements, les rassemblements, tout ce que vous voulez. Mais en 2023, on doit avoir des élections. Le FCC, ce n'est pas elle qui organisait les élections en 2018. Et le président Kabila répondait toujours à cette question. Il faut vous renseigner à la CENI. Parce que c'est la CENI qui organise les élections. Cette question a été posée au président de la République à Goma. Qu'est-ce qu'il a répondu? Malin à celui qui doit, c'est pas moi, organiser. Non, c'était une mauvaise réponse. C'est lui qui organise, c'est lui qui donne la CENI des moyens pour organiser les élections, c'est le pouvoir en place. La grande partie, 80% du budget, provient du gouvernement. Mais toi, tu ne peux pas répondre que je ne sais pas. Cette réponse est une réponse inquiétante. Et moi, en tant qu'analyste, je dis que les élections doivent se tenir au plus tard en 2023. Au-delà du délai constitutionnel, en tout cas, le FCC tirera toutes les conséquences. Je suis sûr. Je ne parle pas du FCC, mais je pense que le FCC se prépare en conséquence pour affronter les élections de 2023 à tous les niveaux. C'est comme le président Tshisekedi avait dit que je préfère, après moi, le citoyen, c'est une femme. Comme vous préparez maman. Non, bon. En tout cas, moi, je ne sais pas répondre à cette question. C'est une question d'avenir. Maman Olive, nous savons que c'est une dame qui est plus engagée dans les œuvres caritatives. Et les gens essayent de concilier cette parole et ses actions. Et on prétend dire que le FCC est en train de préparer Maman Olive. Au moment venu, si on nous présentait que la candidate, c'est Maman Olive, nous sommes les loyaux. Nous avons une fidélité et respect aux engagements des nous allons nous prier. Mais si on disait que ce n'est pas quelqu'un d'autre, nous soutiendrons celui qu'on nous présentera comme candidat. Mais il ne faudrait pas faire une confusion entre les actions de Maman Olive. Elle est dans l'affaire des initiatives BRICS. Elle l'a toujours fait pendant qu'elle était au pouvoir. Après le pouvoir, elle continue à le faire. Merci beaucoup, M. Fidèle. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir aujourd'hui, surtout aux enjeux politiques de l'air, et puis par rapport à un message pour l'AFPC, pour ceux qui veulent adhérer dans votre parti, quels sont les mécanismes et surtout ceux qui sont dans la diaspora congolaise. Merci beaucoup. Le peuple congolais doit retenir que le pays est en train de reculer tous les jours. Il y a des méthodes pharaoniques qu'on est en train de nous faire revivre, que Kabila n'a pas pu laisser. Et le peuple congolais doit, une fois de plus, retenir que l'attention du FCC, l'attention de toute la population congolaise doit être focalisée sur les élections de 2023. Et l'opinion doit se détourner des lois qui distraient l'attention, comme la loi Tchani, comme la loi Mbao. Nous devons décrier, personnellement j'ai décrié l'arrestation de M. Jakindal. Si on doit l'écouter, on doit les prendre en bonne et due forme. Par rapport aux partis politiques, vu les enjeux de l'heure qui arrive, l'opinion nationale, la population congolaise doit retenir que depuis juillet 2020, il y a le parti politique AFDC qui existe, qui a pour l'initiatrice Dr Ilunga Nkoulou, avec comme président national l'apôtre visionnaire Christian Lumbi, dont je suis assistant. C'est une grande machine politique qui entend rappeler quand même plusieurs postes au niveau de l'élection prochaine. Et à toute la jeunesse congolaise de s'adhérer dans cette nouvelle vision politique qui prône le progrès, le travail et la dignité. Merci. Merci beaucoup. Cette émission a pris fin pour aujourd'hui. Merci à toutes les